Pendant 5 ans, j'ai entendu des rires étouffés chaque fois que j'entrais dans la salle de réunion, les cheveux bouclés détachés. 5 ans à être appelée « la fille aux cheveux différents », par des gens qui connaissaient à peine mon nom. Ils pensaient que je ne remarquais pas les regards, les commentaires chuchotés près de la machine à café, les plaisanteries déguisées en compliments. « Waouh, tu es si courageuse », disait-il, comme si porter mes cheveux naturels était un acte de rébellion et non simplement exister. J'avais 53 ans quand j'ai intégré cette entreprise. Je n'étais ni stagiaire, ni en formation. J'avais un CV, de l'expérience, des projets qui avaient sauvé des départements entiers dans d'autres entreprises. Mais rien de tout cela n'avait d'importance quand on est une femme noire aux cheveux naturels, dans un bureau où toutes les autres femmes arboraient des lissages impeccables ou des cheveux blondines d'un magazine. À leurs yeux, je n'étais qu'un employé de quota, un simple ornement pour la diversité. Marcella, la responsable marketing, ne manquait jamais une occasion de me toucher les cheveux sans me demander la permission. « Oh, comme c'est mignon, on dirait de la barbe à papa », disait-elle devant tout le monde, et je souriais. Je souriais parce que j'avais besoin de ce travail. Je souriais parce que j'avais des factures à payer. Je souriais parce que j'avais appris très tôt que les femmes comme moi devaient encaisser beaucoup de choses pour survivre dans des milieux qui n'ont jamais été conçus pour nous. Rodrigo, le directeur des ventes, m'appelait « notre Donna Flor » chaque fois que j'entrais dans son bureau. Je ne sais pas s'il pensait être gentil ou s'il ne voyait vraiment pas le problème de réduire une professionnelle à un personnage de feuilleton. Mais le pire, ce n'était pas les commentaires directs. Le pire, c'était le silence. Ce silence glacial quand je présentais une idée et que tout le monde regardait le plafond, son téléphone, n'importe où sauf moi. Et puis, 5 minutes plus tard, Pedro, le stagiaire d'une vingtaine d'années, répétait exactement la même idée et tout le monde applaudissait comme s'il avait inventé la roue. Je voyais mes rapports ignorés tandis que des propositions identiques, signées par des collègues blancs, devenaient prioritaires à l'ordre du jour du conseil. Avez-vous déjà eu le sentiment d'être invisible au milieu d'une foule? Pas vraiment invisible, car on vous voit. On voit vos cheveux, votre couleur de peau, votre âge. Mais on vous voit comme un meuble. Quelque chose qui prend de la place sans avoir voix au chapitre. Un élément décoratif, peut-être nécessaire pour la photo du site web de l'entreprise, mais jamais essentiel. Jamais décisif. J'étais la femme qu'il devait embaucher pour se donner un air moderne, mais qu'il ne prendrait jamais au sérieux. Jusqu'au jour où le PDG de la maison mère, un homme que je n'avais jamais rencontré, a convoqué en urgence le conseil d'administration brésilien. Et il a expressément demandé que je sois présente. Pas Pedro. Pas Marcella. Pas Rodrigo. Moi. La femme aux cheveux couleur barbe à papa. Donna Flor. Les embauches par quota. À cet instant, tandis que tous me regardaient, cherchant à comprendre ce qui se passait, j'ai finalement laissé échapper un sourire. Car le moment était venu pour eux de découvrir qui j'étais vraiment. Personne ne m'a demandé pourquoi j'avais accepté cette invitation. Personne ne semblait s'interroger sur les raisons pour lesquelles un PDG international sollicitait ma présence à une réunion stratégique alors que, jusqu'alors, j'étais à peine invité au déjeuner d'équipe. Ils se sont contentés de se regarder avec cette expression que je connaissais si bien. Ce mélange de confusion et de malaise que ressentent ceux qui ont l'habitude de tout contrôler lorsque quelque chose dévie du scénario prévu. J'ai vu Marcella croiser les bras et incliner la tête, comme si elle tentait de résoudre une énigme insoluble. Rodrigo tripotait son téléphone avec une énergie démesurée, ses doigts tapotant l'écran comme s'il voulait le transpercer. Et Pedro, ce garçon qui répétait mes idées comme si elles étaient les siennes, me fixait simplement comme si je lui avais volé quelque chose qui lui appartenait. L'invitation. L'attention. Les projecteurs. Mais en réalité, je savais parfaitement pourquoi on m'appelait. Et eux aussi, sans vouloir l'admettre, commençaient à se douter de quelque chose. Cette peur sourde qui surgit quand on réalise qu'on a sous-estimé quelqu'un trop longtemps. Quand on se moque de quelqu'un si longtemps qu'on en oublie de vérifier qui rit le dernier. J'ai passé ces 5 années à observer. Pas seulement à survivre. À observer. Chaque réunion manquée était une leçon sur le véritable fonctionnement de cette entreprise. Chaque idée volée révélait les faiblesses du système. Chaque blague sur mes cheveux me permettait de mieux connaître les gens qui m'entouraient. Et tandis qu'ils me prenaient pour une simple employée cherchant à s'intégrer, je recensais chaque faille, chaque opportunité qu'ils étaient trop arrogants pour voir. Sais-tu quel est l'avantage d'être invisible? Personne ne te surveille. Personne ne contrôle tes moindres faits et gestes. Personne ne te pose de questions quand tu restes tard au bureau ou quand tu demandes l'accès à d'anciens fichiers pour mieux organiser ton travail.
Il pensait que j'étais dévoué, que j'essayais de faire mes preuves. Et c'était le cas. Mais pas comme il l'imaginait. Pendant que Marcella publiait des photos de déjeuners onéreux et que Rodrigo se vantait d'avoir conclu des accords que j'avais orchestrés, je rassemblais des preuves. Des chiffres incohérents. Des courriels qui contredisaient les rapports officiels. Des décisions prises sur la base d'informations qui, curieusement, parvenaient toujours au conseil d'administration sans ma signature, remplacée par celle de quelqu'un d'autre. Je n'avais pas besoin de crier. Je n'avais pas besoin de faire d'esclandre. Il me suffisait d'attendre le bon moment. Ce moment est arrivé lorsque la maison mère a décidé de mener un audit complet de sa filiale brésilienne. Pas un audit de routine, mais une enquête approfondie sur les performances, les décisions stratégiques, et surtout, sur les véritables artisans des résultats. Il voulait comprendre pourquoi certains départements prospéraient tandis que d'autres s'effondraient. Il voulait des noms. Il voulait identifier les responsables. Il voulait la vérité. C'est alors que mon nom a été mentionné. Non pas parce que je l'avais demandé, ni parce que je me suis mis en avant, mais parce que les chiffres sont implacables. Et quand on a 5 ans de travail documenté, de projets qui ont permis d'économiser des millions même quand d'autres s'en sont attribués le mérite, de stratégies qui ont fonctionné malgré leur absence lors des réunions officielles, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Clairement. Sans équivoque. Incontestablement. Tant de personnes restent ici après chaque révélation, car elles savent que cette histoire n'est pas seulement la mienne. C'est l'histoire de tous ceux qui ont été sous-estimés parce qu'ils étaient différents, parce qu'ils avaient le mauvais âge, parce qu'ils ne rentraient pas dans le moule, parce qu'ils avaient osé exister dans des espaces conçus pour les exclure. Alors, quand l'assistante du PDG a envoyé ce courriel fixant la réunion et me désignant comme participante essentielle, je n'ai pas souri. Je n'ai pas fêté ça. J'ai simplement enregistré le message et continué ma journée. Car je savais que ce n'était que le début. Le vrai moment était encore à venir. Et cette fois, il ne pourrait plus faire semblant de ne pas me voir. La réunion était prévue un jeudi à 10 heures du matin. La salle principale, celle qui donnait sur l'avenue, avec sa table en verre qui reflétait tout comme un miroir. Je suis arrivé un quart d'heure en avance. Non pas par anxiété, mais par stratégie. Je voulais voir la réaction de chacun en entrant et en me découvrant déjà installé, organisé, mes documents ouverts et mon ordinateur portable allumé. Je voulais qu'ils ressentent ce malaise d'arriver en dernier sur leur propre territoire. Marcella fut la première. Elle s'arrêta à la porte en me voyant, ses yeux s'écarquillant un instant avant que son expression ne reprenne son cours. Elle me salua d'un hochement de tête froid et s'assit de l'autre côté de la table, aussi loin de moi que possible. Rodrigo entra peu après, la cravate de travers, la sueur perlant sur son front malgré la climatisation. Il esquissa un sourire qui n'atteignit pas ses yeux et murmura un bonjour qui sonnait plus comme une question. Pedro arriva en dernier, traînant les pieds, avec cette posture de quelqu'un qui se rend à son propre procès tout en feignant de garder le contrôle. Personne n'a posé de questions. Personne n'a osé exprimer ce que tout le monde pensait tout bas. Pourquoi est-elle là? Que veut le PDG d'elle? Que avons-nous perdu? À 10 heures précises, la porte s'ouvrit. Il n'y avait pas que le PDG. Ils étaient 3. Lui, un homme grand aux cheveux gris, dont la stature imposante occupait tout l'espace, même immobile. La responsable de l'audit, une femme asiatique aux fines lunettes qui portait une tablette comme une arme. Et le directeur juridique international, brésilien, mais installé à New York depuis 15 ans, qui parlait portugais avec un accent américain. Le PDG m'a regardé droit dans les yeux et a souri. Pas ce sourire d'entreprise qu'on voit dans les magazines. Un sourire sincère. Un sourire de reconnaissance. Comme s'il revoyait une vieille connaissance après une éternité. Il m'a tendu la main et a prononcé mon nom complet. Pas « la fille aux cheveux différents ». Pas « notre Donna Flor ». Mon nom. Avec mon nom de famille. Avec respect. J'ai serré cette main et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti dans ce bureau depuis 5 ans. De la dignité. Il s'assit en bout de table et alla droit au but. Il déclara que le siège avait relevé de graves incohérences dans les rapports transmis par la filiale brésilienne. Des projets attribués à certaines personnes alors qu'ils avaient en réalité été développés par d'autres. Des décisions stratégiques créditées à des directeurs qui s'étaient contentés d'approuver des documents préparés à l'avance. Des résultats impressionnants apparus sans qu'aucun auteur ne soit clairement identifié, comme s'ils étaient sortis de nulle part. L'auditeur ouvrit la tablette et commença à projeter des documents sur l'écran de la salle. Tableur. Graphique. Email.
Tout était classé chronologiquement. Chaque projet avait 2 versions. La version officielle, avec le nom de la personne créditée, et la version authentique, avec les informations concernant les personnes ayant réellement effectué le travail. Date, heure, signature numérique, des métadonnées fiables. Mon nom apparaissait partout. Absolument partout. Le silence était si pesant que j'entendais la respiration haletante de Rodrigo. Marcela était pâle, ses doigts serrant si fort le stylo que je crus qu'elle allait le casser. Pedro fixait l'écran comme s'il regardait un film d'horreur où il était le monstre. Le PDG a poursuivi. Il a déclaré qu'il ne s'agissait pas simplement d'une question d'éthique, mais de vol de propriété intellectuelle, de sabotage institutionnel et d'un comportement récurrent qui mettait en péril la crédibilité de toute l'entreprise. La maison mère ne le tolérerait pas. Puis il s'est tourné vers moi. Et il m'a posé la question que j'attendais de poser depuis 5 ans. Pourquoi ne l'avez-vous jamais signalé? J'ai pris une grande inspiration. Non pas par nervosité, mais parce que je savais que cette réponse allait tout changer. J'aurais pu crier, pleurer, déchaîner toute la colère accumulée. Mais les femmes comme moi apprennent très tôt que la véritable force ne réside pas dans le volume de la voix, mais dans la clarté des mots. J'ai dit que porter des accusations sans preuve reviendrait à se victimiser. Que se plaindre sans fondement serait perçu comme de l'incompétence. Que les femmes noires, surtout les plus âgées, n'ont pas le droit de se faire entendre uniquement par des mots. Il nous faut des preuves. Des documents. Des témoins qu'on ne peut ignorer. Alors j'ai tout rassemblé. Patiemment. En silence. Pendant qu'ils se moquaient de ma coiffure et volaient mon travail, j'ai constitué le dossier qui les anéantirait. Le PDG hocha lentement la tête, comme si chacun de mes mots confirmait ce qu'il soupçonnait déjà. Il regarda Marcela, puis Rodrigo, puis Pedro, et enfin, prononça une seule phrase. Vous avez jusqu'à la fin de la journée pour soumettre vos mémoires de défense écrits. Mais nous savions tous qu'il n'y avait aucune défense possible. Les chiffres étaient là. La vérité avait éclaté. Et pour la première fois dans ce bureau, je n'étais plus invisible. Après la fin de la réunion, personne ne quitta les lieux immédiatement. C'était comme si le sol s'était transformé en sable mouvant, et le moindre mouvement brusque risquait de les enfoncer davantage. Marcela referma son ordinateur portable d'un clic sec, dont l'écho résonna dans la pièce vide. Rodrigo passa plusieurs fois la main sur son visage, comme s'il tentait de se réveiller d'un cauchemar. Pedro, lui, restait assis là, fixant ses mains comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. J'ai été la première à me lever. Je n'ai pas couru. Je n'ai pas fui. J'ai marché jusqu'à la porte avec le même calme qu'à l'ordinaire, ce calme qu'ils avaient pris pour de la résignation pendant des années. Mais avant de partir, je me suis retourné. Juste une seconde. Le temps de croiser leurs regards. Et à cet instant, j'ai vu. Pas de colère. Pas d'haine. Quelque chose de pire. La honte. Cette honte profonde qui vous saisit quand vous réalisez votre insignifiance face à la grandeur d'autrui. Je suis retourné à mon bureau et j'ai poursuivi ma journée. J'ai répondu à mes courriels. J'ai finalisé mes rapports. J'ai bu mon café dans ma tasse habituelle. Mais l'atmosphère avait changé. Les gens me regardaient différemment. Non pas avec pitié. Non pas avec curiosité. Avec respect. Ce respect silencieux qui se passe de mots, car il repose sur des faits indéniables. Dans le couloir, la nouvelle stagiaire, une jeune femme noire aux longues tresses que je voyais toujours déjeuner seule, m'a interpellée. Elle n'a rien dit. Elle a juste souri. Un petit sourire discret, mais chargé d'une multitude de sens. Comme si elle savait. Comme si, d'une manière ou d'une autre, la nouvelle s'était déjà répandue jusqu'au recoin invisible du bureau, ces endroits où les gens constamment ignorés échangent des regards et se comprennent sans avoir besoin de parler. C'est à ce moment précis que beaucoup ressentent le besoin de soutenir ce combat, manifestant silencieusement que le message les a touchés. Car cette histoire n'est pas une histoire de vengeance. Elle ne l'a jamais été. Elle est une histoire de justice. Elle parle du moment où la vérité rattrape enfin les mensonges et les démantèle pièce par pièce, sans précipitation, sans drame, par la seule force implacable des faits. Cet après-midi-là, 3 courriels sont arrivés. Le premier venait de Marcela. Elle s'excusait. Non pas pour les blagues. Non pas pour avoir touché mes cheveux sans permission. Mais pour un malentendu qui aurait pu se produire. Un malentendu. Comme si le plagiat était un simple accident de communication. Je l'ai lu et supprimé sans répondre. Le deuxième message venait de Rodrigo. Plus long.
Plus désespéré. Il disait m'avoir toujours admiré, avoir reconnu mon talent, n'avoir jamais eu l'intention de me faire du mal. Des mensonges teintés de peur. Je sentais la panique entre les lignes, la terreur de perdre son travail, sa réputation, le salaire qui lui permettait de vivre dans sa maison de standing et de s'offrir sa voiture de luxe. J'ai perdu connaissance, moi aussi. Le troisième message venait de Pedro. Bref. 2 lignes seulement. Je ne savais pas que c'était si grave. Je suis désolé. J'ai failli rire. Ignorait-il que le plagiat était grave? Ignorait-il qu'effacer le nom de quelqu'un et le remplacer par le sien était grave? Ou ignorait-il qu'un jour il se ferait prendre? Je n'ai répondu à aucune de leurs excuses. Car, en vérité, elles ne m'étaient pas destinées. Elles étaient pour eux-mêmes. Des tentatives désespérées d'atténuer les torts, de transformer des années de manque de respect en un malentendu réparable. Mais on ne peut rien changer à ce qui a été fait. Il n'y a que des conséquences. En fin de journée, j'ai reçu un courriel du PDG. Il souhaitait organiser une réunion privée. Juste nous deux. Pour discuter de mon avenir au sein de l'entreprise. Avenir. Ce mot sonnait étrange. Pendant 5 ans, je n'avais pas eu d'avenir là-bas. J'avais un présent. Un présent perpétuel d'invisibilité et de mépris. Mais maintenant, soudain, j'avais un avenir. J'ai accepté cette réunion. Non pas par obligation, mais parce que je le méritais. Je méritais d'entendre ce qu'il avait à dire. Je méritais d'être là, non par faveur, non pas pour remplir un quota, mais en tant que professionnelle, comme je l'ai toujours été. En tant que femme qui obtenait des résultats concrets, tandis que d'autres s'enlisaient dans les plaisanteries. Ce soir-là, en quittant le bureau, le ciel était orangé. Un de ces couchers de soleil irréels, d'une beauté à couper le souffle. Je me suis arrêtée un instant sur le trottoir, à contempler le spectacle. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai respiré, libéré d'un poids. Non pas parce que le combat était terminé, mais parce qu'enfin, après avoir été si longtemps effacé, j'étais revenu à la vie. Et ce qui suivit ne me concernait pas seulement. Il concernait toutes les femmes encore invisibles à leur table, gardant le silence, rassemblant leurs forces. Attendant le bon moment. Car il finit toujours par arriver. Toujours. La rencontre avec le PDG eut lieu le lundi suivant. Non pas dans la salle vitrée, mais dans son bureau, un espace privé au dernier étage, avec des étagères remplies de livres qui semblaient avoir été réellement lus et une immense baille vitrée donnant sur toute la ville. Il m'offrit un café. Pas un café de machine automatique. Un vrai café, servi dans une tasse en porcelaine, avec cet arôme qui embaume la pièce. Je me suis assise dans le fauteuil en cuir et j'ai attendu. Non pas avec anxiété, mais avec curiosité. Car pour la première fois en 5 ans, je me trouvais dans une pièce où ma présence était souhaitée, et non tolérée. Il a commencé par dire qu'il avait lu tous mes projets. Pas les résumés officiels. Les fichiers originaux. Les propositions complètes que j'avais soumises et qui avaient été édulcorées, modifiées, republiées avec d'autres signatures. Il a affirmé avoir trouvé des idées brillantes enfouies dans des dossiers oubliés, des stratégies visionnaires qui auraient pu faire économiser des millions si elles avaient été mises en œuvre au bon moment. Mais elles ne l'ont pas été. Parce qu'elles venaient de moi. Il marqua une pause. Il me regarda avec cette expression de quelqu'un qui s'apprête à dire quelque chose d'important et qui veut s'assurer d'être entendu. Puis il me demanda pourquoi j'étais resté. Pourquoi je n'étais pas parti. Pourquoi un professionnel de mon calibre avait accepté de rester dans un endroit qui, de toute évidence, ne me valorisait pas. J'aurais pu donner une réponse simple. J'aurais pu dire que j'avais besoin de ce salaire, que le marché du travail était difficile, que les femmes de mon âge ne trouvent pas facilement d'emploi. Toutes ces réponses auraient été vraies, mais elles auraient été incomplètes. La vérité, c'est que je suis resté parce que je savais que cette conversation aurait lieu un jour. Non pas que je sois devin, mais parce que l'injustice laisse des traces. Toujours. Et ces traces finissent toujours par mener à la source. Je devais simplement m'assurer que, lorsque cette personne arriverait, elle trouverait des preuves irréfutables. Pas des accusations. Pas des plaintes. Des faits documentés et organisés, impossibles à ignorer. Je le lui ai dit. Et j'ai vu quelque chose changer dans ses yeux. Ce n'était pas de la pitié. C'était quelque chose de plus rare. De la reconnaissance. Le genre de reconnaissance qu'on accorde à quelqu'un qui jouait aux échecs quand tout le monde pensait qu'il jouait aux dames. Il se renversa dans son fauteuil et alla droit au but. Il annonça que Marcella avait été licenciée.
que Rodrigo avait été rétrogradé et muté dans une autre succursale, à un poste administratif sans contact avec la clientèle, que Pedro avait été renvoyé pour faute grave, et que l'entreprise restructurait toute sa hiérarchie brésilienne. Et puis est venue la question à laquelle je ne m'attendais pas. Il voulait savoir si j'accepterais de diriger le département. Non pas comme simple responsable, mais comme directeur. Avec une véritable autorité, ma propre équipe, un budget et l'autonomie nécessaires pour mettre en œuvre les stratégies que j'avais élaborées et qui dormaient dans des tiroirs numériques depuis des années. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai laissé le silence s'installer. Car ce silence était plus éloquent que n'importe quel discours précipité. Il disait que je n'étais pas désespéré. Que je n'accepterais pas n'importe quoi pour obtenir un poste plus élevé. Qu'après tout ce qui s'était passé, j'avais encore assez de dignité pour juger si ce poste méritait mon talent. Il comprit. Il resta silencieux. Il attendit. J'ai demandé si l'entreprise était prête à opérer de véritables changements. Pas seulement à me promouvoir pour faire croire à la diversité, mais à créer un environnement où les femmes comme moi n'auraient pas à conserver des justificatifs pendant 5 ans pour être prises au sérieux. Où le talent serait reconnu indépendamment de la couleur de peau, du type de cheveux ou de l'âge indiqué sur le document. Il a dit oui. C'était précisément la raison de l'audit. La maison mère avait constaté un problème récurrent dans plusieurs filiales et le Brésil représentait le cas le plus grave. Il m'a donné carte blanche pour restructurer les processus, recruter et transformer la culture d'entreprise. J'ai regardé par la fenêtre. En bas, la ville grouillait de monde. Les gens s'agitaient dans tous les sens, chacun portant son propre fardeau invisible. Combien d'entre eux étaient comme moi? Combien, à cet instant précis, ravalaient leurs humiliations, rassemblaient leurs forces, attendant leur heure? Je me suis tourné vers lui et j'ai accepté. Sans enthousiasme démesuré, sans fausse modestie, simplement avec la certitude de quelqu'un qui a toujours su qu'il méritait d'être là. Et qu'enfin, après avoir si longtemps nagé à contre-courant, il serait capable de lui montrer le véritable chemin. Mais tandis que je serrais cette main et que je ressentais le poids de cette nouvelle responsabilité, je savais que l'histoire n'était pas terminée. Car là-bas, à l'étage inférieur, il y avait encore des gens qui avaient vu Marcela partir avec son carton, qui avaient entendu les rumeurs concernant Rodrigo, qui savaient qu'il s'était passé quelque chose d'important, sans toutefois en comprendre pleinement la nature. Et ces gens attendaient, observaient, se demandaient quel camp choisir. Car tout changement suscite des résistances. Et j'étais sur le point de découvrir qui était réellement prêt à changer et qui s'efforcerait de maintenir le statu quo. Ma première semaine en tant que réalisateur fut marquée par un silence pesant. Non pas un silence respectueux, mais un silence d'attente. Dans les couloirs, on me saluait d'un sourire mesuré, d'un regard fugace. Une tension palpable, presque électrique, s'installait. Comme si chacun retenait son souffle, attendant de voir ce que j'allais faire. Je n'ai rien fait. Pas tout de suite. J'ai passé les premiers jours à observer. À assister à des réunions dont j'ignorais même l'existence. À lire des rapports qui n'étaient jamais arrivés sur mon ancien bureau. À découvrir les multiples niveaux de décision prises à huis clos, là où le véritable pouvoir circulait, tandis que nous autres faisions semblant de travailler démocratiquement. Et c'est dans cette observation que j'ai réalisé quelque chose de troublant. La structure qui a permis que mon travail soit volé pendant 5 ans n'avait pas été créée par Marcela, Rodrigo ou Pedro. Il n'en était que les symptômes. Le mal était plus profond. Il résidait dans les processus invisibles, dans les dynamiques tacites, dans ce code silencieux que tous comprenaient mais dont personne n'admettait l'existence. Il y avait Sandra, de la comptabilité, qui détournait toujours le regard quand je passais. La même Sandra que je voyais déjeuner avec Marcela chaque semaine, riant trop fort et chuchotant des secrets. Il y avait Fernando, le responsable logistique, qui ne me saluait jamais mais avait l'étrange habitude de se pointer aux réunions où j'assistais et de noter tout ce que je disais. Non pas qu'il fût d'accord, mais parce que j'analysais les choses, que je cherchais la faille, que j'attendais le moment opportun pour l'exploiter. J'ai alors compris que ma promotion n'avait rien résolu. Elle avait simplement changé la donne. Avant, il pouvait m'ignorer. Désormais, il devait me confronter. Et me confronter signifiait trouver des moyens de me discréditer, de prouver que je ne méritais pas ma place, que ma réussite était due à la chance, à des manœuvres politiques, ou à toute autre chose qu'à mes compétences. Jeudi, j'ai reçu un courriel anonyme. Aucun expéditeur identifiable. Juste un court message. Méfiez-vous de ceux à qui vous faites confiance. Tout le monde ne souhaite pas votre réussite ici. Je l'ai lu 3 fois.
Non pas avec crainte, mais avec lucidité. Car ce message confirmait ce que je savais déjà. La bataille ne s'était pas terminée avec la réunion avec le PDG. Elle avait simplement changé de terrain. J'ai programmé une réunion avec toute l'équipe pour le lundi suivant. Je ne leur ai pas dit de quoi j'allais parler. Je les ai simplement convoqués. Grande salle, tout le monde était là, sans exception. À mon arrivée, un silence absolu régnait. 23 personnes étaient assises là, me regardant comme si j'étais une énigme qu'il leur fallait percer à jour avant qu'il ne soit trop tard. J'ai commencé par dire que je savais exactement ce que beaucoup pensaient. Que je ne méritais pas ce poste. Que je l'avais obtenu grâce à des audits, des manœuvres politiques, et en étant au bon endroit au bon moment. Je l'ai dit en regardant chacun droit dans les yeux. Pour bien faire comprendre que je savais. Que je n'étais pas naïve. Que je maîtrisais les enjeux bien mieux qu'ils ne l'imaginaient. Et puis j'ai fait quelque chose d'inattendu. J'ai demandé à chaque personne présente de décrire un projet qu'elle avait développé au cours des 6 derniers mois. Quelque chose qu'elle avait créé de toutes pièces. Quelque chose qu'elle pouvait vraiment considérer comme le sien. Le silence qui suivit fut pesant. Car beaucoup, présents, n'avaient pas de réponse. Ils avaient exécuté des ordres. Ils avaient suivi des manuels. Ils avaient signé des documents. Mais créer, innover, prendre des risques, c'était un territoire inconnu. Sandra a tenté d'aborder le sujet d'un rapport trimestriel. Je lui ai demandé si elle avait proposé des modifications à la méthodologie, ou si elle avait simplement repris le format de l'année précédente. Elle a rougi et a marmonné quelque chose à propos du respect des normes établies. Fernando a mentionné une réorganisation des stocks. Je lui ai demandé si l'idée venait de lui ou du fournisseur qui avait suggéré le nouveau système. Il a détourné le regard. Je n'ai pas fait ça pour humilier qui que ce soit. Je l'ai fait pour montrer la différence entre occuper de l'espace et créer de la valeur. Entre être présent et avoir un impact. Car pendant 5 ans, j'ai été traité comme quelqu'un qui ne faisait que prendre de la place. Et maintenant, dans cette pièce, je montrais à tous que la différence entre nous n'était ni la couleur de peau, ni l'âge, ni l'apparence. Elle était fondamentale. J'ai conclu la réunion en déclarant qu'à partir de ce moment, chacun serait jugé sur ses réalisations, et non sur ses prétentions. Que je reconnaîtrais le véritable talent, quelle que soit son origine. Mais que je dénoncerais aussi la médiocrité, aussi longtemps dissimulée sous un masque de compétence. J'ai quitté la pièce sans attendre de réaction. Sans me retourner. Car les vrais leaders n'ont pas besoin de vérifier s'ils sont suivis. Ils avancent simplement dans la bonne direction et font confiance à ceux qui doivent les suivre pour trouver leur chemin. Mais en retournant à mon bureau, j'ai ressenti tout le poids de la responsabilité. Pas seulement pour moi-même, mais aussi pour toutes les personnes encore invisibles, silencieuses, qui rassemblaient leurs forces. J'avais ouvert une porte. Il me fallait maintenant veiller à ce qu'elle ne se referme pas aussitôt. 2 semaines après la réunion, j'ai commencé à recevoir des courriels. Pas de ceux qui avaient résisté, mais de ceux qui étaient restés silencieux. La stagiaire aux longues tresses m'a écrit pour me demander si je pouvais la prendre sous mon aile. Elle m'a expliqué qu'elle avait des idées pour améliorer le service client, mais qu'elle ne savait jamais comment les présenter sans être ignorée. J'ai accepté. Nous avons convenu de nous retrouver autour d'un café tous les mardis matins. Un jeune analyste, un noir d'une 30aine d'années travaillant dans l'informatique et que je connaissais à peine, s'est présenté à mon bureau avec un projet d'automatisation complet qu'il avait développé seul, sur son temps libre, et qu'il n'avait jamais montré à personne, persuadé qu'il ne serait pas pris au sérieux. J'ai lu le projet en entier. C'était brillant. Nous l'avons mis en œuvre en 3 mois. Il a été promu 4 mois plus tard. Mais tout n'était pas rose. Sandra a commencé à répandre des rumeurs. Elle disait que je créais un club exclusif qui ne promouvait que des gens comme moi, que l'entreprise avait troqué un favoritisme contre un autre. Les rumeurs sont parvenues aux oreilles du PDG. Il m'a convoqué pour discuter. Non pas par méfiance, mais par curiosité. Je lui ai montré les chiffres. La productivité du service avait augmenté de 18%. Le nombre de nouvelles idées avait triplé. Des projets bloqués depuis des mois ont été menés à bien en quelques semaines. Et surtout, le taux de rotation du personnel avait diminué. Des personnes qui demandaient leur mutation souhaitaient désormais rester. Car, pour la première fois, elles avaient le sentiment d'être entendues. Il a examiné les données et a souri. Il a annoncé que Sandra avait démissionné. Qu'elle ne supportait plus de travailler dans un environnement où les résultats primaient sur les apparences.
Je n'ai pas éprouvé de pitié. J'ai ressenti du soulagement. Car chaque départ, dû à une inadaptation à la méritocratie, libérait un poste pour une personne qui le méritait vraiment. Fernando a été muté. Non pas à ma demande, mais parce que lorsqu'on met en lumière des pratiques auparavant opaques, certaines personnes deviennent incontrôlables. Il était doué en politique, mais piètre en matière de productivité. Et dans un service où je mesurais la contribution réelle, il n'y avait pas de place pour quelqu'un qui faisait semblant d'être occupé. 3 mois après ma promotion, le département avait complètement changé. Non pas que j'ai licencié la moitié du personnel, mais parce que l'autre moitié avait démissionné. Il ne pouvait plus s'épanouir dans un système où il ne pouvait plus s'attribuer le mérite du travail, où il ne pouvait plus refiler le travail aux autres et en récolter les fruits, où il ne pouvait plus survivre uniquement grâce à leur bagou et leur réseau. Et ceux qui sont restés, ils ont commencé à s'épanouir. Des personnes dont j'ignorais même l'existence se sont mises à présenter des projets, à proposer des solutions, à animer des réunions. Une Asiatique d'une 40aine d'années, qui travaillait dans le design depuis 7 ans et n'avait jamais été invitée à participer à des séances de brainstorming, a créé une campagne visuelle qui a augmenté notre engagement de 32%. Je lui ai demandé pourquoi elle ne l'avait jamais proposé auparavant. Elle m'a répondu qu'elle l'avait fait. À plusieurs reprises. Mais personne ne l'avait écouté. J'ai écouté. J'ai mis en œuvre. J'ai reconnu le mérite de cette idée. Et je me suis assuré que tout le monde sache d'où elle venait. C'est à ce moment-là que j'ai compris le véritable pouvoir que conférait cette position. Il ne s'agissait pas de vengeance. Jamais. Il s'agissait d'ouvrir des portes restées fermées à clé pour celles et ceux qui en avaient la clé, mais que personne ne leur laissait utiliser. Il s'agissait de créer l'environnement dont j'avais eu besoin pendant 5 ans et que je n'avais jamais connu. Il s'agissait de garantir que la prochaine femme noire qui rejoindrait cette entreprise n'aurait pas à rassembler des preuves pendant 5 ans pour être prise au sérieux. J'ai commencé à recevoir des messages d'autres succursales. Des femmes me demandaient comment j'avais fait. Comment j'avais tenu le coup. Comment j'avais transformé l'humiliation en stratégie. Et je leur ai répondu à toutes. Parce que je savais que mon histoire n'était pas unique. C'était juste celle qui avait atteint un point culminant public. Combien d'autres se déroulaient à ce moment-là dans les bureaux à travers le pays? Si vous avez déjà vécu une situation similaire, si vous vous êtes déjà senti ou invisible dans un lieu qui exigeait votre présence mais niait votre valeur, laissez un commentaire. Car ces histoires doivent être racontées. Elles doivent être entendues. Non pas pour susciter la colère, mais pour insuffler du courage à celles et ceux qui gardent encore le silence, qui rassemblent leurs forces, qui attendent leur tour. 6 mois après l'audit, j'ai reçu une invitation. La maison mère souhaitait que je présente mon modèle de management à toutes les autres filiales d'Amérique latine. Elle voulait faire de mon expérience au Brésil une norme pour l'ensemble de l'entreprise. Moi qui, 6 mois plus tôt, j'étais la femme aux cheveux couleur barbe à papa, j'étais désormais une référence continentale en matière de leadership. Mais avant d'accepter, j'ai posé une condition. Je voulais que toutes les femmes et les personnes non blanches travaillant dans les différentes sections soient interviewées individuellement. Je voulais savoir combien vivaient la même chose que moi, combien possédaient des talents cachés, combien étaient invisibilisés. Car si je devais présenter un nouveau modèle, je devais m'assurer qu'il ne resterait pas lettre morte. Je devais être certaine qu'un véritable changement s'opérait. Ils ont accepté. Et tandis que je préparais cette présentation, j'ai repensé à mon parcours. Des blagues sur mes cheveux à la direction de la transformation d'une entreprise continentale. Et j'ai repensé à toutes les fois où j'ai eu envie d'abandonner. À toutes ces fois où le silence était devenu insupportable. À toutes ces fois où j'ai cru qu'ils avaient peut-être raison, que je n'étais peut-être vraiment pas à la hauteur. Mais les chiffres ne mentent pas. Les résultats ne mentent pas. Et enfin, après avoir été si longtemps jugée sur tout sauf sur mes compétences, j'avais prouvé que j'avais toujours été exactement celle que je prétendais être. Il me fallait juste quelqu'un qui ait le courage de le voir. La présentation a eu lieu à Buenos Aires, dans un auditorium réunissant 200 personnes. Des directeurs de toutes les filiales, des responsables régionaux, des représentants du siège. J'étais seule sur scène, micro en main, avec un écran géant derrière moi projetant des données que j'avais compilées pendant des mois. Des chiffres froids qui racontaient des histoires touchantes. Des graphiques qui révélaient des talents gâchés. Des statistiques qui dévoilaient des schémas d'exclusion si flagrants qu'il était impossible de les ignorer. J'ai commencé par raconter mon histoire. Sans m'apitoyer sur mon sort, mais avec des faits. 5 ans d'invisibilité. Des projets volés.
Des plaisanteries déguisées en compliments. Puis j'ai montré ce qui s'est passé quand on a enfin analysé les données au lieu de s'arrêter à ma couleur de peau ou à la texture de mes cheveux. Augmentation de la productivité de 18%. Engagement en hausse de 32%. Taux de rotation du personnel divisé par 2. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai présenté les résultats d'entretien menés par l'entreprise dans d'autres succursales. 63% des femmes non blanches ont déclaré que leurs idées avaient été ignorées lors des réunions. 47% ont indiqué avoir vu leur travail attribué à quelqu'un d'autre. 81% ont affirmé n'avoir jamais été prises en considération pour des promotions, malgré des qualifications supérieures à celles de leurs collègues promus. Le silence dans l'auditorium était assourdissant. Car les chiffres sont implacables. On ne peut les atténuer d'un « ce n'était pas l'intention » ou d'un « vous exagérez ». Les chiffres sont cruels dans leur honnêteté. Et ces chiffres révélaient un problème systémique au sein de l'entreprise, responsable de millions de dollars de pertes en talent. J'ai conclu la présentation par un défi. J'ai demandé à chaque personne présente de penser à un collègue de son service dont le potentiel restait inexploité. Quelqu'un qui obtenait toujours des résultats, mais dont le travail n'était jamais reconnu. Quelqu'un qui avait des idées, mais qui n'avait jamais eu l'occasion de les présenter. Puis, je leur ai demandé de donner à cette personne une véritable chance. Pas une chance basée sur ses performances. Une chance authentique. Avec des ressources. Avec du soutien. Avec la reconnaissance qu'elle mérite. Je suis descendu de scène sans m'attendre à des applaudissements. Car je ne voulais pas jouer la comédie de l'humilité. Je voulais créer un malaise. Ce genre de malaise constructif qui oblige les gens à se regarder en face et à reconnaître ce qu'ils feignaient d'ignorer. Pendant la pause, 3 personnes m'ont abordé. L'une d'elles était une directrice chilienne, une femme blanche d'une 50aine d'années aux yeux rouges. Elle m'a confié avoir réalisé qu'elle faisait exactement ce que j'avais décrit. Elle avait une analyste noire dans son équipe, qui proposait toujours des solutions, mais qu'elle ignorait inconsciemment, préférant écouter des voix qui lui semblaient plus familières. Elle m'a demandé conseil pour changer. Je le lui ai donné. Un cadre mexicain, un homme noir plus âgé que moi, m'a remercié. Il m'a confié avoir passé 30 ans à tenter de faire ses preuves et que, pour la première fois, quelqu'un avait su mettre des mots sur ce qu'il avait toujours ressenti sans jamais parvenir à l'exprimer. Il a ajouté qu'il utiliserait ma présentation comme point de départ d'une discussion avec son propre conseil d'administration. Et une jeune stagiaire péruvienne, indigène, les yeux à la fois effrayés et déterminés, m'a demandé si elle aussi pourrait un jour monter sur cette scène. Je l'ai regardée et je me suis revue 25 ans plus tôt. Pleine de rêves et de peurs à parts égales. J'ai dit oui. Qu'elle le pouvait. Mais que le chemin serait semé d'embûches. Qu'elle devrait être 2 fois plus douée pour obtenir la moitié de la reconnaissance. Qu'elle devrait conserver des preuves. Qu'il lui faudrait une patience stratégique. Et qu'au final, si elle ne baissait pas les bras, elle ne se contenterait pas d'être sur scène. Elle redéfinirait qui mérite d'y être. Je suis rentré au Brésil un vendredi soir. L'avion était presque vide. Assise côté hublot, j'ai regardé les lumières de la ville disparaître en contrebas tandis que nous prenions de l'altitude. J'ai pensé à toutes les personnes qui m'avaient écouté. Celles qui s'étaient reconnues dans mon histoire. Celles qui avaient compris qu'elles faisaient partie du problème. Celles qui résistaient encore, refusant d'admettre qu'elles devaient changer. Et j'ai pensé à la stagiaire péruvienne. À ce regard à la fois effrayé et déterminé. Réussirait-elle? Le système le lui permettrait-il? Ou se retrouverait-elle dans la même situation que moi 25 ans plus tard, à rassembler des preuves, à garder le silence, à attendre le moment opportun? Cette question m'a hanté tout le vol. Car ma victoire personnelle ne signifiait pas que le système avait changé. Cela signifiait seulement que j'avais trouvé une faille et que j'avais réussi à m'y faufiler. Mais qu'en est-il des milliers de femmes qui n'auraient pas cette chance? Celles qui n'auraient pas un PDG disposé à les auditer? Celles qui ne travailleraient pas pour des entreprises suffisamment importantes pour disposer de ressources en recherche? J'avais ouvert une porte. Mais une porte ouverte ne sert à rien s'il n'y a pas de solution durable de l'autre côté. Si chaque femme doit mener le même combat seule, rassembler les mêmes preuves, attendre les mêmes 5 années, alors je n'avais rien changé. J'avais seulement survécu. Et survivre ne suffisait plus. Car maintenant que j'avais une voix, j'avais une responsabilité. La responsabilité de l'utiliser non seulement pour moi-même, mais aussi pour tous ceux qui restaient silencieux. Tous ceux qu'on jugeait encore à l'apparence de leurs cheveux plutôt qu'à la qualité de leur travail.
Tous ceux qui demeuraient invisibles au milieu de tant de monde. L'avion a atterri. J'ai attrapé ma valise. J'ai allumé mon portable. J'avais 17 emails. Des invitations à prendre la parole lors de conférences. Des demandes d'interview. Des propositions de consulting. Mon histoire avait fuité au-delà de l'entreprise. Elle devenait publique. Et cette visibilité publique s'accompagnait d'un imprévu, l'exposition. Le risque. La possibilité que ceux qui n'appréciaient pas ce qu'ils voyaient tentent de discréditer tout ce que j'avais construit. Car la vérité sur la contestation des systèmes est simple. Un système ne meurt pas sans combattre. Il riposte. Et j'étais sur le point de découvrir comment. La contre-attaque a commencé 2 semaines plus tard. Un article paru dans un magazine économique s'interrogeait sur le bien-fondé de ma promotion. Était-elle due à mes compétences ou à des pressions politiques exercées par la direction pour améliorer les statistiques de diversité? Le texte, soigneusement rédigé, regorgeait d'euphémismes et de questions rhétoriques, mais le message était clair, je ne méritais pas ma place. L'article citait des sources anonymes. D'anciens collègues qui affirmaient que j'avais toujours eu une attitude conflictuelle, que j'avais du mal à travailler en équipe et que mon ascension avait semé la discorde au sein du département. J'ai reconnu ce style. C'étaient les mêmes tactiques utilisées depuis toujours pour faire taire les femmes compétentes, remettre en question leurs compétences quand les résultats sont incontestables, s'attaquer à leur personne alors que les chiffres parlent d'eux-mêmes. J'ai lu l'article 3 fois. Non pas par colère, mais par stratégie. Car je savais que ce n'était que le début. Quand on s'attaque aux structures de pouvoir, le pouvoir se défend. Et la première ligne de défense est toujours la même, discréditer quiconque ose le contester. J'ai appelé le PDG. Je lui ai demandé s'il avait vu l'article. Il a répondu par l'affirmative. Je lui ai demandé s'il croyait à ce qui était écrit. Il est resté silencieux quelques secondes. Un silence qui en dit long. Puis il a répondu non. Que les chiffres ne mentent pas et que les miens parlaient trop fort pour être ignorés. Mais il a aussi admis quelque chose qui m'a glacé le sang. Il a dit que la maison mère était sous pression. Que certains actionnaires s'interrogeaient sur ces changements brusques. Qu'il y avait des rumeurs selon lesquelles l'entreprise privilégiait son programme social aux dépens de ses résultats financiers. Agenda social. Comme si reconnaître le talent était un acte de charité. Comme si donner des opportunités à ceux qui ont toujours été exclus était une faveur et non une réparation d'une injustice historique. J'ai raccroché et regardé par la fenêtre de mon bureau. En contrebas, la ville grouillait de monde. Des millions de personnes vaquaient à leurs occupations, menaient leurs combats, la plupart invisibles aux yeux du reste du monde. Combien d'entre elles avaient une histoire semblable à la mienne? Combien, à cet instant précis, étaient remises en question, discréditées, contraintes de prouver leur valeur 1000 fois, tandis que d'autres n'avaient à le faire qu'une seule fois? J'ai décidé de faire comme d'habitude, documenter. J'ai rassemblé tous les rapports des 8 derniers mois. J'ai compilé les données sur la productivité, l'engagement, l'innovation et la fidélisation des talents. Je les ai comparés aux mêmes périodes des années précédentes, lorsque Marcella, Rodrigo et Pedro étaient encore aux commandes. Les chiffres étaient sans appel, tout s'était amélioré. Et pas qu'un peu. De façon significative. J'ai tout transmis au PDG avec un message simple. Si la direction souhaite des données, les voici. Si elle veut remettre en question mes compétences, qu'elle le fasse en se basant sur des faits, et non sur des sources anonymes qui ont peur d'assumer leurs propos. Il a répondu en 15 minutes. Il a dit qu'il allait s'en servir lors de la prochaine réunion des actionnaires et que je devais me préparer, car je serais probablement amené à le présenter en personne. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Non pas par peur, mais à cause d'un étrange mélange d'indignation et d'épuisement. Indignation, car malgré tout, malgré des preuves irréfutables, je devais encore me défendre. Épuisement, car j'ai compris que ce combat serait sans fin. Que chaque victoire serait suivie d'un nouveau défi. Que chaque porte ouverte serait mise à l'épreuve par quelqu'un qui voudrait la refermer. J'ai repensé à la stagiaire en tresse que j'encadrais. La semaine précédente, elle m'avait montré un projet. Brillant. Innovant. Le genre d'idée qui aurait été ignorée si elle l'avait présenté à quelqu'un d'autre avant moi. Je l'ai mise en œuvre. Je lui ai attribué tout le mérite. J'ai vu son sourire lorsque j'ai annoncé à la réunion d'équipe que l'initiative venait d'elle. Mais ensuite, j'ai réfléchi. Et si je n'étais plus là? Et si la contre-attaque fonctionnait? Et si la maison mère décidait qu'il était plus simple de revenir au statu quo plutôt que de faire face à la pression des actionnaires conservateurs?
Cette fille redeviendrait invisible. Et tous ceux que j'avais aidés à émerger retourneraient dans l'ombre. Cette possibilité m'a empêché de dormir plus que n'importe quel article. Car j'ai enfin compris que mon combat n'était plus seulement le mien. Il avait pris une autre dimension. Il était devenu un symbole. Et les symboles, lorsqu'ils s'effondrent, emportent l'espoir avec eux. Le lendemain matin, en arrivant au bureau, j'ai trouvé une enveloppe sur mon bureau. Sans adresse d'expéditeur. À l'intérieur, une lettre manuscrite. L'écriture était tremblante, mais lisible. Elle venait d'une femme qui travaillait au nettoyage de l'immeuble. Elle écrivait qu'elle me voyait tous les jours, qu'elle avait lu des articles à mon sujet et qu'elle voulait me remercier. Non pas pour moi en particulier, mais pour mon existence. Pour avoir montré que des personnes comme elle pouvaient occuper des espaces qui semblaient toujours inaccessibles. Elle terminait sa lettre en disant qu'elle avait une fille de 17 ans. Que sa fille voulait aller à l'université, mais qu'elle avait peur. Peur de ne pas trouver sa place. Peur d'être la seule. Peur de vivre ce que tant d'autres vivent. Mais qu'après avoir entendu mon histoire, la jeune fille avait décidé de tenter sa chance. Parce que si j'y étais arrivée, peut-être qu'elle le pourrait aussi. J'ai lu cette lettre 5 fois. Et j'ai pleuré. Non pas de tristesse, mais par sens des responsabilités. Car j'ai réalisé que des gens que je ne connaissais même pas fondaient leurs espoirs sur moi. Et que si j'abandonnais, je n'abandonnerais pas seulement moi-même, mais aussi eux. J'ai rangé la lettre dans un tiroir. Et j'ai décidé que, peu importe le nombre d'articles publiés, le nombre de sources anonymes qui m'attaqueraient, le nombre d'actionnaires qui me questionneraient, je ne céderai pas. Car certains combats ne visent pas une victoire personnelle. Il s'agit d'ouvrir la voie à ceux qui viendront après moi. Et cette voie, je me l'étais juré, resterait ouverte tant que j'aurai la force de la maintenir. La réunion avec les actionnaires était prévue 2 semaines plus tard. Et j'allais m'y présenter préparé. Non seulement avec des données, mais aussi avec la certitude que certaines batailles valent bien toutes les cicatrices qu'elles laissent. L'Assemblée générale des actionnaires se tenait dans une salle vitrée au dernier étage du siège social à Sao Paulo. 16 personnes étaient assises autour d'une table en marbre. Des hommes en costume sombre, des femmes en blazer impeccable, tous arborant l'attitude de ceux qui ont l'habitude de décider du sort de milliers de personnes d'un simple hochement de tête. J'étais la seule personne noire dans cette salle. La seule aux cheveux bouclés. La seule à ne pas sembler appartenir à ce cercle fermé et silencieux du pouvoir. Le PDG m'a présenté. Il a parlé des résultats, des chiffres, de la transformation opérée sous ma direction. Mais je l'ai lu dans leurs yeux, du scepticisme. Ce doute poli que les gens bien élevés utilisent pour masquer leur incrédulité. Comme si mes résultats étaient le fruit du hasard. Comme si n'importe qui aurait pu faire de même. Alors, l'un des actionnaires, un homme aux cheveux blancs portant une montre qui coûtait probablement plus cher que ma voiture, a posé la question que tout le monde se posait. Comment pouvons-nous être sûrs que ces résultats sont durables? Qu'ils ne sont pas simplement la conséquence d'une phase d'ajustement temporaire? J'aurais pu répondre avec plus de chiffres, plus de graphiques, plus de projections. Mais j'ai choisi une autre voie. J'ai raconté l'histoire de la femme de ménage, celle de la lettre, celle de ma fille de 17 ans qui avait décidé de tenter sa chance parce que je lui avais montré que c'était possible. Et puis, j'ai interrogé cette salle remplie de pouvoir. Combien vaut une jeune femme qui décide de croire en son potentiel? Combien vaut un talent qui n'est plus gaspillé? Combien vaut une entreprise où les gens travaillent par choix, et non par nécessité? Le silence qui suivit était différent. Ce n'était pas de la gêne, mais de la réflexion. Car je n'avais pas répondu à leurs questions par des faits froids et immuables. J'avais répondu avec humanité. Et l'humanité, je l'ai compris à cet instant, est le langage que même ceux qui détiennent le pouvoir comprennent lorsqu'ils n'ont plus le choix. L'une des actionnaires, une femme d'une 60aine d'années qui était restée silencieuse jusque-là, se pencha en avant. Elle me confia qu'elle avait une petite fille. Que la jeune fille venait d'obtenir son diplôme en administration des affaires, mais qu'elle hésitait à se lancer sur le marché du travail. Peur de ne pas être prise au sérieux. Peur de passer des années à prouver une valeur qui devrait être évidente. Et qu'après m'avoir écoutée, elle comprenait mieux cette peur. Et surtout, elle comprenait le prix à payer pour l'ignorer. La réunion s'est conclue par une décision. L'entreprise maintiendrait les changements et les étendrait à toutes ses filiales à travers le monde. J'aurai la responsabilité de piloter ce déploiement, non pas en tant que consultant externe, mais en tant que vice-président culture et talent pour l'ensemble des opérations internationales. J'ai quitté cette pièce, et pour la première fois depuis des mois, j'ai laissé couler mes larmes.
Non pas devant eux, mais dans l'ascenseur vide, descendant 40 étages jusqu'au rez-de-chaussée. Des larmes d'épuisement. De soulagement. De victoire qui semblaient impossibles il y a 6 mois, quand je n'étais que cette femme aux cheveux différents, écoutant des rires étouffés. Je suis retourné au bureau le lendemain et la première chose que j'ai faite a été de chercher la stagiaire autresse. Je lui ai tout raconté, la réunion, le défi, la réponse, la promotion. Et puis j'ai dit ce qu'il fallait dire, que dans 20 ans, quand on écrirait sur les transformations d'entreprise, mon nom y figurerait peut-être. Mais le véritable héritage ne serait pas le mien. Il serait le sien. Et celui de tous ceux qui viendraient après. Car j'avais ouvert la porte. Mais c'est à eux qu'elle reviendrait, qui veillerait à ce qu'elle ne se referme jamais. Elle m'a serré dans ses bras. Et dans cette étreinte, j'ai ressenti le poids et la légèreté de tout ce qui s'était passé. Le poids de la responsabilité. La légèreté d'une victoire partagée. Aujourd'hui, 3 ans après cette réunion dans l'auditorium de Buenos Aires, je dirige un programme international qui a déjà permis d'identifier et de promouvoir plus de 200 talents auparavant invisibles. 200 personnes compétentes mais sans voix. Qui avaient du potentiel mais pas d'espace. Qui étaient jugées sur tout sauf sur ce qui comptait vraiment. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez entendu toute cette histoire, c'est qu'elle vous a touché d'une manière ou d'une autre. Peut-être parce que vous avez vécu une situation similaire. Peut-être parce que vous connaissez quelqu'un qui la vit actuellement. Peut-être parce que vous avez enfin compris que le gâchis de talent n'est pas seulement une perte individuelle. C'est une tragédie collective qui nous appauvrit tous. Si ce récit vous a touché, merci de le liker. Chaque geste, même le plus anodin, témoigne de la confiance que vous accordez aux histoires qui méritent d'être racontées. Partagez vos impressions, vos apprentissages et l'évolution de votre perception des espaces de pouvoir. Si vous souhaitez suivre d'autres histoires de personnes ayant transformé l'humiliation en stratégie, l'invisibilité en rôle de premier plan, abonnez-vous à cette chaîne. Car il ne s'agit pas seulement de mon histoire. C'est l'histoire de tous ceux qui refusent que leur lieu de naissance ou la couleur de leur peau détermine leur potentiel. Mon nom compte enfin. Non pas parce que j'accéderai à un poste de pouvoir, mais parce que je deviendrai un pont. Et les ponts n'existent pas pour ceux qui les construisent, mais pour ceux qui ont besoin de les traverser. Je les ai traversés. Et maintenant, je consacre mes journées à faire en sorte que d'autres puissent en faire autant. Car, au final, on ne nous juge pas à nos accomplissements, mais au nombre de portes que nous laissons ouvertes en partant. Et ces portes? Elles resteront ouvertes. Peu importe le nombre de personnes qui tenteront de les fermer. Car une fois qu'on a prouvé que l'impossible est possible, il cesse d'être impossible. Ce n'est plus qu'une question de temps. Et le temps, lorsqu'on fait preuve d'une patience stratégique, joue toujours en faveur de ceux qui sont du bon côté de l'histoire.